Bonjour et merci infiniment de nous choisir encore en ce jour. Rendez-vous hebdomadaire sur ta santé. Rencontre et échange, l'émission Entretien politique de la semaine où nous décryptons l'actualité telle qu'elle se passe chez nous ces dernières heures avec cette crise qui n'en finit pas. Chaque jour avec ces nouveaux soubresauts. Et ce jour, pour en discuter, je reçois pour vous la coordinatrice de la C14, les 14 partis d'opposition qui sont regroupés et qui mènent la réalité de la lutte populaire au nom du peuple. Je reçois pour vous donc Madame Kafoui Brigitte Adiamago Johnson. Madame, merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est cela. Alors on vous retrouve justement pour parler de ce qui se passe chez nous. La population a besoin d'être informée. La dernière fois, vous étiez à Conakry à la rencontre médiateur dans le cadre de la réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. En début de semaine, vous étiez face à la presse. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'on peut en faire un compte rendu bref à ceux qui n'étaient pas justement à cette conférence de presse que vous avez organisée en début de semaine? Oui, merci. Nous avons organisé cette conférence de presse principalement pour rendre compte de notre rencontre de Conakry. Vous savez qu'au retour de Conakry, nous n'avons pas tout de suite communiqué sur le contenu des discussions. Nous l'avons fait par respect pour les facilitateurs qui nous ont dit que la décision finale nous serait communiquée avant d'être publiée. Et donc, il n'y avait pas eu de communiqué final après la réunion? Non, le communiqué final devait être publié 24 heures après notre départ. Et donc, il a fallu attendre que les voix autorisées se prononcent avant de commencer à donner des informations et à commenter Conakry. Donc, c'est ce que nous avons fait à travers la conférence de presse que nous avons organisée mardi, où nous avons rendu compte de ce qui s'est passé à Conakry. Nous avons rendu compte aussi des circonstances regrettables dans lesquelles le communiqué de Conakry a été publié. Et nous avons annoncé notre position par rapport au contenu. Et cette position, c'est que nous avons été informés d'un certain nombre de décisions à Conakry que nous ne retrouvons plus. Nous n'avons pas retrouvé dans le communiqué. Et d'ailleurs, cela explique la position actuelle que nous avons et qui est que, n'étant pas d'accord avec le principe d'une prolongation de 3 jours pour le recensement, nous ne participerons pas à ce recensement. Donc ça n'a pas été discuté à Conakry? Et à Conakry, on nous a laissé entendre que, premièrement, la question de nos 8 représentants, elle sera résolue, nous aurons nos 8 représentants. Mais on a compris que c'était important aussi de régler en même temps la question de la présidence de la CENI. Sans ça, il ne sert à rien de dire chaque partie prenante, vous avez droit à 8 représentants. La parité, pour qu'elle soit effective, cela suppose que la question du 17e membre, du président de la CENI, soit réglée. Et donc, à Conakry, on nous avait bien annoncé que la solution que les facilitateurs proposent finalement, c'est que ce soit un non-togolais qui préside la CENI, un étranger qui préside la CENI. Et concernant le recensement, effectivement, il avait été question de voir comment trouver un compromis. Et nous avons expliqué, séance tenante, que ce qui est en jeu, ce ne sont pas des intérêts partisans. En réalité, ce qui est en jeu au sujet de ce recensement-là, c'est la destinée même de ce pays. C'est faire en sorte que les futures élections aient lieu sur la base d'un fichier électoral fiable, consensuel, fiable, transparent, de sorte que les élections ne puissent être contestées
de sorte que la paix ne soit pas menacée au Togo après les élections. Donc c'est ce que nous avons très bien expliqué et nous avons dit aux facilitateurs que nous serions obligés de ne pas accepter un compromis si tant est que ce compromis-là ne nous permettait pas d'atteindre ces objectifs. Et le facilitateur guinéen semblait avoir compris que ce recensement unilatéral pose réellement problème. Il semblait avoir compris que le problème s'est posé parce qu'on a tout fait pour nous empêcher d'entrer à la CENI, comme cela avait été décidé le 23 septembre. Donc, dans la conférence de presse, nous avons dû donner toutes ces explications et annoncer notre position par rapport au recensement unilatéral, mais aussi par rapport à la prestation de serment de nos 8 membres, afin qu'ils puissent entrer dans la CENI et qui n'est pas une position de refus. La porte est ouverte. Nous avons dit il faut différer cette prestation de serment jusqu'à ce que les questions préoccupantes, dont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment la présidence de la CENI, le recensement, et ces questions ont trait, la présidence de la CENI a trait à la parité effective de la CENI, pour que nous puissions conduire le processus électoral de manière consensuelle. Mais les autres points, à savoir le recensement, mais d'autres questions que nous avons posées, tout comme le découpage électoral, le mode de scrutin pour les élections législatives et les réformes des autres institutions qui sont appelées à intervenir dans le processus électoral, pour ne citer que ces points-là. Ces points ont quelque chose à voir avec la transparence et le caractère démocratique du scrutin. Or, nous tous, nous savons que si nous voulons véritablement une sortie de crise, il faut dans un premier temps faire les réformes, ensuite veiller à ce que les élections qui vont suivre soient des élections démocratiques, transparentes, dont les résultats ne soient sujets à aucune contestation. Donc c'est ce qui a été communiqué. Madame, quand on prend la présidence de la CENI, en quoi c'est urgent pour vous de trancher ce problème? Parce que le président de la CENI n'a pas droit de vote, ou en tout cas, il ne se prononce pas. Aussi, il se prononce. C'est ça. Il se prononce, ce qui fait que la balance penchera nécessairement d'un côté. Il n'y aura plus un effort pour construire un consensus sur les sujets qui seront discutés. On aura recours à un vote mécanique et... donc lui aussi il a le droit de vote, ça? Il a le droit de vote. C'est ça. Donc ce sera 9 contre 8. Vous comprenez, dans ces conditions, qu'on ne peut pas parler de parité. C'est ça. Voilà. Oui, alors avant c'était dit qu'il devait être quelqu'un de l'administration générale, c'est ça? Oui, mais le régime s'est toujours arrangé pour que cette personne-là de l'administration soit nommée, soit d'abord identifiée et nommée par lui. Nommée par lui, c'est normal, ça on peut comprendre. Mais si on veut être vraiment juste, on veut jouer le jeu de la parité tel que c'est prévu dans le code, eh bien, on peut accepter que les deux parties s'entendent sur ce représentant de l'administration qui inspirera confiance à tous, aux deux camps, voyez-vous. Mais le régime n'a jamais voulu jouer à ce jeu-là. Et nous, dans les propositions que nous avions faites aux facilitateurs, nous leur avons donné l'option entre s'entendre justement sur un Togolais, donc ce sera un homme ou une femme consensuelle, ou alors si on n'arrive pas à s'entendre, eh bien il y a toujours la solution d'un non-Togolais. C'est ça.
Sur lequel aussi on devait s'entendre normalement. Bien sûr, cela nous sera proposé, bien sûr que les parties auront leur mot à dire, chacune des parties aura son mot à dire. Voilà. Alors finalement, madame, comment se présente la situation à l'heure où nous parlons? Parce qu'on a comme impression qu'il y a un statu quo qui perdure toujours, un blocage, on tourne autour du pot, quoi. Il y a même plus que le blocage, il y a même plus qu'un blocage. Il y a une situation qui est créée exprès par le régime et qui veut faire en sorte que lui, il gagne du temps pour courir et mener tout seul un processus unilatéral, et il semble faire croire qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à l'organisation d'élections unilatérales aussi, qui ne seraient pas des élections inclusives, parce que dans tous les cas, il ne faudra pas compter sur la C14 si elle n'a pas été impliquée dans la préparation des élections. Vous comprenez très bien que nous n'y participions pas. Et donc, c'est ce que le régime semble vouloir faire, mais je pense que cela traduit une très mauvaise lecture, une mauvaise lecture de la situation actuelle. C'est une recette qu'il a toujours utilisée et qui a marché, c'est-à-dire à force de courir, on finit par, si vous voulez, faire flancher un certain nombre d'acteurs de l'opposition qui vont dire « Ah, il faut qu'on y aille, on va organiser sans nous, qu'est-ce que nous deviendrons ?» Et puis, bon, ben, pour les autres, tant pis. Mais je pense que le régime fait une mauvaise lecture. Cette recette ne marchera plus, parce qu'aujourd'hui, la crise, dans sa nouvelle phase que nous connaissons depuis 2017, elle est très profonde, et les Togolais ont eu le temps de mûrir. Vous savez que c'est depuis le début des années 90 que nous nous sommes engagés ouvertement dans cette lutte. Les Togolais ont eu le temps de mûrir et de comprendre que cette fois-ci, maintenant qu'ils ont encore retrouvé la force de se relever pour combattre, eh bien, ils savent que ce ne sera plus une affaire d'élection, mais il s'agira de faire en sorte que les jalons de la démocratie soient définitivement posés. D'où la priorité qui doit être accordée aux réformes, et que les citoyens accordent aux réformes. Ensuite, les Togolais savent aussi que aucune élection frauduleuse ne les fera taire. Ce n'est pas possible. Et donc, je pense qu'il va dans l'intérêt de tout le monde que ce régime revienne à la raison et que nous puissions faire les choses ensemble comme il faut. Est-ce qu'Akonakou a fait part de ses préoccupations lorsque le gouvernement avait lancé, le régime avait lancé le recensement unilatéral? Est-ce que vous avez attiré en temps opportun l'attention des médiateurs sur cet état de fait? Bien sûr. Lorsque le recensement unilatéral a commencé, nous avons écrit aux médiateurs pour leur dire voilà dans quelles conditions le régime veut commencer le recensement, alors que des instructions ont été données à l'Assemblée nationale pour qu'on ne nomme pas nos 8 membres. Donc on veut commencer sans nos 8 membres, et nous avons prévenu que nous nous trouvons dans l'obligation de boycotter. Les écrits sont là, les courriers sont là, on peut en apporter la preuve, et nous n'avons pas eu de réaction écrite, mais dans les échanges que nous avons eus avec, pas les facilitateurs eux-mêmes, mais leurs représentants au comité de suivi, ils nous ont fait comprendre que le problème va être réglé. Le problème va être réglé. Je dois dire qu'il y a aussi eu
beaucoup de problèmes d'agenda. Les chefs d'État avaient eux-mêmes un agenda assez chargé, avec des rendez-vous importants à l'étranger. Et tout cela a certainement joué. Ce qui a fait annuler un premier voyage qu'il devait faire. C'est ça, c'est ça. Ça a fait annuler un premier voyage et finalement, la deuxième fois était la bonne. Donc, là-bas, à Conakry, nous avons encore insisté longuement sur le fait que ce recensement unilatéral ne pouvait être accepté, que cela ne pouvait pas servir de base aux prochaines élections. Étant donné la crise de confiance qu'il y a, pas entre partis politiques, mais entre le régime en place et les Togolais, qui déjà, ces derniers temps, ont commencé à refuser d'aller aux élections. Cela s'est ressenti à travers les taux d'abstention qui sont allés crescendo le long des élections que nous avons connues. C'est ça. Oui, alors cette prolongation, c'est de 3 jours. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte pour saisir cette balle aussi, corriger les choses? C'est pas possible? Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut faire en 3 jours? Est-ce qu'en 3 jours, nous avons le temps d'abord d'aller à la base? Pour nous, il s'agit d'auditer ces kits-là pour savoir comment ils ont été configurés. Il faut auditer ce qui a été fait sans nous. Nous devons vérifier que ça n'a pas été fait avec une intention de frauder, de biaiser les choses. Ça, c'est une première préoccupation. Ensuite, pour ce recensement, on a donné pour la première zone uniquement 10 jours. Ensuite, ça a été prolongé. Et la deuxième zone, 10 jours, ça a été prolongé. Maintenant, même à supposer qu'on veuille rester dans l'esprit de valider ce qui a été fait après amélioration et donc d'une prolongation. Attendez. Oui, mais attendez. Peut-être qu'on suppose maintenant, que la plupart on a suffisamment de kits pour servir les 2 zones à la fois. On ne peut, je suis désolé, on ne peut pas supposer que la plupart se sont inscrits. On ne peut vraiment pas supposer. Ce n'est pas parce qu'on a fait inscrire des mineurs, des étrangers, qu'on a effrayé les gens. On a utilisé toutes sortes de subterfuges pour qu'ils s'inscrivent que forcément, on va conclure que c'est la majorité des Togolais qui se sont inscrits. C'est ça. Et donc le problème demeure toujours, vous connaissez maintenant les limites du boycott. Est-ce que si jamais il y a une certaine forme de normalisation du processus, est-ce qu'on n'aurait pas regretté de n'avoir pas profité de... On ne peut pas normaliser ce processus. Ce processus-là, dans le contexte actuel, nous attendons qu'il soit normalisé s'il était mené à terme. Encore faut-il qu'il soit mené à terme. On ne peut pas. C'est ça. On ne peut pas. Malgré l'envoi nous savons d'experts à quel pour auditer point les Togolais sont révoltés par ce qui se passe actuellement. Et vous allez voir la mobilisation qui va suivre. Vous allez voir. C'est ça. Donc on ne peut pas auditer ce fichier pour corriger, parce que réglementairement, c'est ce qui se passe d'habitude. Parce qu'après le recensement, il y a toujours affichage, il y a un temps de... Parce que vous pensez que le régime auquel on a affaire, qu'il tient compte de l'avis d'experts, mais quand, à supposer que ces experts soient objectifs, vous pensez qu'il tient compte de l'avis des experts? Moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Et pourquoi faut-il tout le temps être dans la logique de rafistolage, auditer pour après arranger, essayer de faire vaille que vaille? On l'a fait par le passé et il est temps de bien faire les choses. Bien faire les choses commence par préparer ce recensement-là ensemble
pour que tout le monde ait confiance, pour que les citoyens aient confiance. Vous savez, moi je suis convaincue que même si la coalition des 14 partis de l'opposition décidait aujourd'hui d'aller à ces élections dans ces conditions, non seulement les Togolais ne nous suivraient pas du tout, mais ils seraient tellement en courroux que les leaders de cette coalition n'auraient aucune crédibilité. Et vous verrez, n'auraient plus aucune crédibilité, et vous verrez le taux d'abstention. Vous verrez, ils ne vont pas se laisser conduire à des élections pour lesquelles les règles du jeu ne sont pas claires. Et tous les rapports d'observation électorale ou d'expertise, d'assistance électorale qu'il y a eu depuis 2005 ont relevé, entre autres, le taux d'abstention aussi. Et c'est allé crescendo. De plus en plus élevé. Bien sûr, bien sûr. Alors, vos membres à la commission, à la CENI, vont prêter serment devant aussi une cour constitutionnelle qui pose aussi problème pour vous. Bien sûr, la cour constitutionnelle pose problème. Mais c'était un moindre mal. C'était un moindre mal par rapport à condition qu'on ait tout obtenu pour que la CENI soit vraiment paritaire et à condition qu'on ait résolu la question des réformes. On suppose que la réforme de la Cour constitutionnelle pour laquelle on a un chronogramme, elle est en cours, encore faut-il que cette réforme soit bien faite, mais dans les principes, on a obtenu que cette institution soit réformée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas impartiale, elle est partisane. Mais quand il s'agit d'aller prêter serment, cette commission n'a pas son mot, cette Cour constitutionnelle n'a pas de décision à prendre. Donc, nous ne pouvons pas craindre qu'elle agisse au détriment des intérêts des populations, de nos intérêts. Par contre, si on ne bloque pas le processus en acceptant d'aller prêter serment avec cette Cour, si après la réforme, il s'avérait que la Cour n'a pas été effectivement recomposée, eh bien, il ne sera pas question que cette Cour-là connaisse du processus électoral, du contentieux électoral, par exemple, des candidatures et tout ça. On ne peut pas prendre ce risque-là. Donc, voilà, c'est le régime qui a tout fait pour que les décisions concernant les préoccupations importantes et justifiées que nous avons ne soient prises. On a l'impression qu'il fonctionne pour tout bloquer. Il fait beaucoup de chantage, beaucoup de pression sur les facilitateurs parce que au nom de son statut de gouvernement, mais nous, on peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire non plus. À un moment donné ou à un autre, eh bien, la CEDEAO sera bien obligée de prendre ses responsabilités. Si elle voit que les populations sont restées déterminées et fermes, eh bien, elle prendra ses responsabilités. Alors, il y a un communiqué des Nations Unies avec les chancelleries. Est-ce que vous confirmez cela? Parce qu'on a vu ce communiqué circuler sur les réseaux, vous appelant à la retenue et donc à faire avancer les choses. Est-ce que c'est vrai que... Parce qu'il y a beaucoup de trucs maintenant qui circulent. Écoutez, nous avons découvert, comme vous, sur les réseaux, ce communiqué. Et on n'a pas reçu copie directement? Non, nous n'en avons pas reçu copie. D'ailleurs, tout comme nous n'avons pas reçu
copie du du communiqué des facilitateurs. Il a fallu que nous demandions pour qu'on nous dise, ah, on vient lundi, hein, le lundi passé, pour qu'on nous dise, ah, on vient de le mettre dans votre boîte mail, on vient de vous l'envoyer. Nous n'avons pas donc reçu une notification officielle de ce communiqué du G5. C'est comme si on est encore à la case de départ, parce que les problèmes sont restés tels quels. On n'a pas avancé. Donc. Oui, mais voyez-vous, ça ne devrait pas nous décourager. Je pense que ça ne décourage aucun Togolais. Dans le cadre des manifestations qui vont avoir lieu tout à l'heure, nous avons fait le tour des marchés. Et je peux vous assurer que ça nous a donné du baume au cœur. Quand nous avons vu ces hommes et ces femmes qui nous disent ça suffit, surtout tenez bon, ne lâchez pas, demain on sera là. C'est quelque chose qui nous réconforte énormément et qui montre que nous sommes dans la bonne voie. Et tant que le peuple arrive à s'exprimer à l'unisson et à tenir ferme devant l'adversité, on ne peut pas ne pas conclure que la victoire est au bout de nos efforts. C'est ça. On reparlera de la mobilisation tout à l'heure. Le temps de vous demander, est-ce que vous faites toujours confiance, la C14 fait toujours confiance à la médiation de la CEDEAO? Mais écoutez, nous, à ce jour, nous n'avons pas dit que nous sortions de ce cadre de la feuille de route qui est conduit par la CEDEAO. Nous, jusqu'à un nouvel ordre, nous continuons de penser que le moment arrivera où ils prendront leurs responsabilités. Mais nous sommes très pragmatiques, ce qui est sûr. Il ne s'agit pas de faire confiance de manière béate, mais il s'agit à chaque fois de faire l'analyse et de voir où sont nos intérêts. Et nous allons du côté de nos intérêts. C'est ça. Est-ce que c'est prévu que les deux médiateurs seront dans nos murs dans les jours prochains? On a entendu dire ça aussi. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Vous savez, ça a toujours été difficile, hein, le déplacement des chefs d'État. On n'en sait rien. Et vous gardez le cap, n'est-ce pas, de vos revendications. Il n'y a plus rien à concéder pour... je ne sais pas, hein, est-ce qu'on reste ferme? Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on concède encore du moment où on a une feuille de route? Il s'agit d'appliquer la feuille de route. Si aujourd'hui nous disons que le recensement doit être un recensement consensuel, c'est en nous appuyant sur la feuille de route que nous le demandons. Nous ne demandons rien d'autre que l'application intégrale de cette feuille de route-là. C'est tout. C'est tout ce que nous demandons. Et s'il y a des obstacles, si on n'arrive pas à le faire à temps, et si l'application intégrale doit prendre plus de temps que dans le délai qui nous est imparti, eh bien, le moment venu, les mécanismes sont là. Je suppose que les facilitateurs vont faire rapport à leurs collègues lors du prochain sommet de la CEDEAO. On prendra acte de l'état d'avancement. S'il y a des difficultés, on nous aidera à les résoudre et nous avancerons. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, de facto, vous ne croyez pas la date du 20 décembre comme... même les chefs d'État eux-mêmes n'y croyaient pas. Et le facilitateur guinéen nous a dit que dans la salle, lui a eu à dire que si on arrête le 20 décembre, il faudra alors qu'on soit conscient de ce qu'il n'y aura pas de fétichisme de date. Que ce qui est important, c'est que le processus soit bien mené, qu'il soit inclusif, qu'il soit consensuel. Si on ne peut pas arriver au 20 décembre, on constate que des élections de qualité, des élections transparentes,
et démocratiques ne peuvent pas avoir lieu, on ne coupera aucune tête. Les chefs d'État en prendront acte. Et en ce moment-là, ce sont les parties prenantes, en supposant qu'elles s'entendent, elles dirigent le processus de manière consensuelle, qui feront une nouvelle proposition de date réaliste que les chefs d'État approuveront. Au-delà des délais légaux constitutionnels dans lesquels nous y sommes déjà. Oui, mais le problème de délai ne se pose même plus, dans la mesure où nous avons une disposition qui prévoit que l'actuelle Assemblée reste en place jusqu'à la prise de fonction de nouveaux élus. Donc, en réalité, on n'a aucun problème. C'est ça. Et l'option de réforme au sein de l'Assemblée, ça ne tient plus? Que ces réformes pourraient être faites par voie parlementaire? Mais c'est ce que la feuille de route prévoit. Et nous pouvons comprendre. C'est ce qui est raisonnable. Il y a des propositions qui sont déjà faites en ce sens. Nous ne sommes pas adeptes de dilapider les maigres ressources du pays en organisant un référendum. Mais pour que ces réformes-là puissent intervenir à l'Assemblée nationale, encore faut-il que nous trouvions un consensus politique. Dans le cadre du dialogue de mise en œuvre qui a désormais cours depuis le 31 juillet, parce que la feuille de route prévoit bel et bien un dialogue de mise en œuvre. Donc c'est dans le cadre de ce dialogue de mise en œuvre-là que, en dehors du Parlement, nous devons nous mettre d'accord sur le contenu des réformes, de sorte que, une fois que le consensus politique aura été trouvé, que les parlementaires puissent faire leur travail aisément. Voilà. Et où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est en voie? Est-ce que ces discussions sont là, sont mises en place? Je suis désolé de constater encore une fois que le régime, dans son obsession à la course pour mettre tout le monde devant le fait accompli et créer des problèmes qui n'en existent pas pour détourner l'attention peut-être des vrais problèmes, a déjà envoyé un projet de réforme, de loi de réforme constitutionnelle à l'Assemblée, et je crois savoir que le processus suit son cours, mais encore une fois, parce que la procédure qui était prévue d'ailleurs par le comité de suivi, le comité de suivi demande qu'un projet de loi, un avant-projet, soit proposé par un expert constitutionnel qui a été recruté, qui nous a été présenté. Un étranger donc. Un étranger. Et l'expert est censé produire ce document-là le 15 novembre, de sorte, c'est le 15 novembre ou le 15 octobre, je ne sais plus. En tout cas, il est question de faire en sorte que, au plus tard, à la fin du mois de novembre, les réformes soient effectuées. Mais le chronogramme prévoit qu'à partir du moment où le projet aura été produit, il faut qu'il soit envoyé au comité de suivi, et c'est le comité de suivi qui devra transmettre l'avant-projet final au gouvernement pour qu'il soit envoyé à l'Assemblée nationale. Mais si ça doit passer par le comité de suivi, ça veut dire qu'il y a une étape où le comité de suivi ayant reçu, comme il le fait habituellement pour les décisions, que le contenu que le comité s'apprête à proposer
nous soit présenté en réunion de comité de suivi et que nous ayons l'opportunité d'en discuter et de dire notre mot là-dessus. D'autant plus que l'expert a respecté, en ce qui le concerne, la procédure qui a été établie en ayant cherché à nous rencontrer une première fois. Donc, il lui était demandé de procéder à des concertations avant de sortir l'avant-projet. Ça a été fait. Et ça a été fait. Ça a été fait, mais voilà que nous n'avons pas l'avant-projet tel qu'il a été transmis au comité de suivi ou même les propositions que le comité de suivi veut faire, les arrangements qu'il veut faire en définitive avant d'envoyer l'avant-projet définitif au gouvernement. Nous n'en savons rien. Donc vous voyez vous ne connaissez pas aussi le contenu non plus. Nous ne connaissons pas le contenu. Nous avons vu que cet avant-projet de loi a été publié intégralement dans un journal de la place de ce jour. Mais nous, officiellement, nous n'en avons rien reçu. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier encore, d'abord, avant-hier, nous avions écrit à la représentation permanente de la CEDEAO au Togo pour demander copie des rapports des experts électoraux et de l'expert constitutionnaliste. On nous a répondu que ces experts sont gérés depuis Abuja par le commissaire chargé des affaires politiques, de paix et sécurité, donc le commissaire, le général Béanzin. Et donc, en fonction de cette observation, nous avons envoyé une demande à Abuja hier pour qu'on nous donne copie de tous ces rapports. Parce que le problème, nous l'avons évoqué aussi à Conakry, et le facilitateur guinéen a reconnu que nous avions le droit d'avoir ces rapports, ces documents, d'autant plus que l'expertise, l'assistance électorale, elle est mise à la disposition de tous les acteurs. Donc, de la CENI, mais aussi des représentants de la partie gouvernementale et des représentants de la coalition. Voyez-vous, on a comme l'impression que parce que nous ne sommes pas au gouvernement, nous sommes opposition, nous sommes discriminés un tout petit peu, parce que je parie que la CEDEAO ne se serait pas permis de ne pas communiquer les rapports des experts au gouvernement. Alors la question est de savoir, est-ce que le gouvernement est un protagoniste, oui ou non, comme nous? Et quand vous avez deux protagonistes dans un processus de règlement des conflits, je pense que la moindre des choses, c'est qu'ils soient traités avec les mêmes égards. Voilà. Rencontre ici en numéro, Madame Kafé Django Johnson est mon invité, elle est la coordinatrice de la C14. Dernier volet de notre discussion, de notre entretien, c'est la question de la mobilisation. Vous misez beaucoup là-dessus. On en a fait depuis plus d'un an maintenant, depuis le 17 août de l'an dernier, que la mobilisation a repris de plus en plus grande. Alors, avez-vous fait le bilan de cela et les résultats que vous avez obtenus avant de vous relancer de nouveau dans cette bataille de remobilisation de la rue? Oui. Nous avons fait le bilan de la mobilisation et ce bilan est très positif. C'est lui, c'est elle, cette mobilisation-là, qui nous a permis enfin de faire bouger le régime. Souvenez-vous, le chef de l'État a dû, ne pouvant ou ne voulant lui-même entrer directement en dialogue avec nous, excusez-moi, il a dû courir chercher de l'aide à l'extérieur. Et vous avez vu que à un moment donné, on nous a demandé de poser un geste de bonne volonté en acceptant de suspendre.
la mobilisation, de suspendre les manifestations. Et c'est de ça que le régime a profité pour empêcher qu'il n'y ait reprise. Vous vous souvenez, lorsque, jouant sur les problèmes d'itinéraire, on sortait à chaque fois tout un arsenal militaire pour réprimer les manifestants. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de reprendre ces manifestations-là, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a que ça qui marche avec ce régime. Et la mobilisation va aller crescendo. Elle va aller crescendo, de sorte que le régime comprenne que la ruse qui a consisté à aller chercher de l'aide à l'extérieur comme pour nous endormir et faire ce qu'il veut, cette ruse-là, elle ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionnera pas. Nous avons compris qu'il n'y a aucune bonne volonté, aucune bonne foi du régime de trouver une solution acceptable à la crise. Alors, il est normal. Il est normal que nous remobilisions. Et cette fois-ci, ce sera pour obtenir véritablement ce que nous voulons. C'est ça. Au départ, ce n'était pas pour les élections que la manifestation avait commencé. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, si nous nous mobilisons cette fois-ci, vous verrez sur les appels que nous lançons, nous nous mobilisons pour les réformes. Parce que c'était notre objectif premier. Nous nous mobilisons pour ces réformes qui, à ce jour, n'ont pas encore vu le jour. Mais nous nous mobilisons aussi pour que ce processus électoral auquel on a finalement donné priorité et qu'on mène de manière unilatérale avec des jalons posés encore pour des élections frauduleuses, que ce processus électoral soit arrêté. Notamment le recensement, et que, comme nous y sommes engagés, que nous puissions faire notre entrée à la CENI et qu'on démarre quelque chose qui soit consensuel. Nous nous mobilisons aussi parce que, chemin faisant, depuis que nous avons commencé notre lutte, le régime a injustement arrêté des manifestants, des non-manifestants, parce qu'ils sont soupçonnés de sympathie pour la cause que nous défendons, alors que nous avons, il y a des milices qui ont opéré dans tout le pays, que ce soit à Lomé, à Sokodé, à Kara, etc., et qui continuent d'opérer à Kara, mais dont les membres sont totalement libres, bénéficient d'une impunité totale. Il est normal que nous nous mobilisions pour que nos camarades de lutte qui sont aujourd'hui emprisonnés injustement puissent être libérés. C'est la mesure d'apaisement. Jusque-là, ce n'est pas encore accompli parce qu'on a libéré certains. Il en reste encore. Absolument. Avez-vous une idée de ce que c'est là, du nombre qu'il en reste encore? Eh bien, pour nous, il en reste 44. Et ce problème-là, nous en avons discuté aussi à Conakry. Mais nous sommes étonnés de ce que les facilitateurs nous disent. Mais le régime prétend qu'ils ne sont pas libérés parce qu'on n'est même pas d'accord sur le nombre des détenus. Nous avons une liste qui n'est pas la leur et les facilitateurs disent qu'à cela ne tienne, au prochain comité de suivi, il y aura une visite aux personnes détenues pour faire une reconnaissance de ceux qui sont encore effectivement dans les geôles du pouvoir, et de manière à ce qu'à la fin de cette visite, il y ait une liste qui ne puisse être contestée, parce que ce seront des gens qu'on aura vus en prison. Voilà. Et comme ça, on demandera au régime de les libérer. Voilà ce qu'on nous a expliqué à Conakry.
avec espoir que le régime soit sensible à cette nouvelle vague de mobilisation que vous entendez mener. Oh, je pense que il suffit que on reste ferme, déterminé, que les Togolais comprennent que la participation de chacun et de chacune d'entre nous compte. Vous verrez que ça arrivera plus vite même qu'on ne le croit. Ça arrivera plus vite. C'est pour ça que je voudrais saisir l'opportunité de cette émission-là pour inviter mes concitoyens et concitoyennes qui sont encore à la maison et qui nous écoutent à très rapidement se joindre à nous parce que les manifestations vont démarrer incessamment. Il y a 2 points de rassemblement pour le départ. Il y a le marché de Baie. Vous en avez suffisamment fait hier dans le marché de Lomé, n'est-ce pas? Absolument. Je crois qu'on peut s'en passer, n'est-ce pas? Non. Accordez-moi cette faveur. Le marché de Baie, mais aussi Baie Gakoto. Voilà, les 2 points auxquels nous attendons les populations. Une dernière préoccupation. La C14, elle est toujours soudée, unie. Mais vous voyez, et je pense que vous êtes en train de faire allusion, sans doute, cette voix discordante, à la voix discordante, oui, si on peut l'appeler ainsi, que vous avez entendu au sujet du recensement. Mais encore une fois, je voudrais demander aux concitoyens et concitoyennes de ne pas accorder une trop grande importance à cet incident-là. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de régler à l'interne et ça ne remet pas du tout en cause la cohésion et la convergence des membres, des chefs de parti de la coalition vers l'objectif final qui est de faire en sorte que les réformes étant effectuées enfin dans notre pays, que nous puissions aller vers l'alternance à l'occasion des prochaines élections. Jusqu'au bout, n'est-ce pas? Jusqu'au bout. Au regard de ce qui s'est passé en RDC, on a fait une union sacrée autour d'un candidat et après 24 heures seulement, il y a 2 qui ont fait défection. La RDC, c'est la RDC. Ils se sont retrouvés uniquement tout récemment. Et nous, je vous fais observer que ça fait plus d'1 an que nous sommes ensemble et qu'au quotidien, nous harmonisons nos points de vue, nous débattons, nous prenons les décisions ensemble. Et je crois que nous y arrivons aussi parce que nous sentons que ça répond à une des aspirations profondes des Togolais et que ces Togolais-là nous observent. C'est cela. Ils nous observent. Ils souffrent énormément et nous ne voudrions pas en rajouter à leur souffrance. Merci, madame. Un dernier message dans cette caméra. Que dire à ceux qui vous suivent? C'est un message de mobilisation. Et peut-être qu'il y a des Togolais et des Togolaises qui se demandent encore est-ce que tout ceci va aboutir. Je voudrais leur dire il n'y a aucune raison d'être défaitiste. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes en train de combattre un régime plus que cinquantenaire et il est normal qu'il y ait des obstacles sur notre cheminement. Ces jours-ci, les choses semblent s'accélérer, mais dites-vous que c'est aussi une accélération vers la fin du régime. Si nous tenons bon, si nous restons déterminés. Bien, merci madame. Merci à vous aussi. Merci à mes téléspectateurs pour ce temps passé avec nous en direct dans cette émission. Il était question une fois encore de réflexion portant sur la résolution de la question politique qui n'a que duré chez nous. Donc vivement qu'on trouve cette solution et que le pays se remette sur les rails de développement, les grands défis des temps actuels. À samedi prochain pour 2 réflexions. À très bientôt. Merci madame.